Ben, je suis avec Marc Morali. Bonjour Marc. Bonjour Tatiana. Tu es un des responsables des journées sur la voie du rythme à venir. Des journées prévues donc pour bientôt, je veux dire les samedis 4 et les dimanches 5 décembre. Donc ces journées auront lieu à Paris, donc en présentiel et par Zoom, des journées hybrides. Alors Marc, pourquoi des journées sur les rythmes et en quoi les rythmes peuvent intéresser la psychanalyse et les psychanalystes? Eh bien, écoute, merci de cette question qui est effectivement assez surprenante puisqu'on est obligé de la poser, puisque comme nous le savons, Freud ne s'est pas beaucoup intéressé à la question du rythme et de la musique, avec laquelle il était aussi embarrassé qu'un canari avec des haltères. Et quant à Lacan, il est censé ne jamais avoir parlé de rythme. Il est censé, permets-moi de risquer cette plaisanterie, il n'a jamais parlé que de ça. Et pour cause, je ne vois pas comment on peut parler sans être immédiatement traversé par la question des effets de la parole et par ce qui, justement, d'une certaine façon même, nous caractérise. Nous sommes tous, on pourrait dire, fabriqués rythmiquement sur un mode finalement relativement personnel. Et on pourrait imaginer qu'on donne un nom à cette particularité, ça s'appelle la pulsion. Oui. Ça s'appelle la pulsion. Lacan fait remarquer une seule chose, c'est qu'effectivement, il n'existe pas dans la nature autre chose que des phénomènes discontinus, ce qui dit déjà quelque chose de ce qu'on pourrait appeler la définition du rythme. Et Freud nous explique que la pulsion, elle, est continue. Ça ne s'arrête pas, mais Lacan rajoute, mais il y a des moments d'ouverture et de fermeture de l'inconscient, quelque chose qu'on peut appeler pulsation. Alors bien sûr, c'est un faux ami de la notion freudienne, pulsion. Quant à moi, je crois que j'ai été pressenti par Jean-Paul Beaumont pour l'accompagner dans cette entreprise au départ un peu hasardeuse. Dans cette voie, on va dire. Voilà, mais moi je pense qu'elle n'est pas hasardeuse, je pense qu'elle est nécessaire, je pense que la question du rythme est une question fondamentale de la psychanalyse. Et je remarque au passage, non sans malice, que les psychanalystes ont très peur d'un certain nombre de termes. En son temps, le terme identité avait soulevé quelques questions. La question du rythme, je pense, s'impose un peu plus facilement. Quant à moi, je me suis toujours posé une question qui est liée, bien entendu, à ma passion et à ma découverte précoce de la psychanalyse. J'avais 18 ans. Et au fait qu'à l'époque et pendant très longtemps, j'ai joué du jazz, j'étais batteur, j'étais percussionniste, formation de percussionniste de jazz, et qui m'est très rapidement venue une question qui peut sembler étrange à certains d'entre nous, mais qui était une question à laquelle j'ai toujours accordé une énorme importance, une importance capitale jusque dans ma pratique. Un batteur de jazz, si certains le savent ou pas, je ne sais pas, a pour mission de ponctuer dans un thème donné les moments forts de ce thème. Il doit donc souligner pendant un thème et pendant les improvisations, il doit entretenir avec le soliste un dialogue rythmique et donc assurer bien sûr le fait de souligner tel ou tel morceau, mais en même temps d'intervenir pour parfois détourner l'improvisation, la réorienter autrement, voire relancer le soliste en panne d'idées ou au contraire, on pourrait dire grâce aux idées qu'il est en train de développer. Tu vois bien que je pourrais parler d'une séance de psychanalyse, là, c'est très facile de le dire. Je me suis donc toujours posé la question de savoir quel était le rapport entre la ponctuation d'un thème sur le plan de la percussion dans une improvisation et ce qui peut se passer au cours d'une cure analytique lorsque le psychanalyste n'est pas simplement, on peut dire, porté par le sens, mais au contraire, on pourrait dire, accepte et réalise l'injonction de Lacan, gardez-vous de comprendre. Alors, si on se garde de comprendre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on entend autre chose. Et ce qu'on entend autre chose passe par le rythme de la voix, par le rythme des silences
et nous interroge, bien entendu, immédiatement sur le fait suivant: est-ce que la pratique de la cure peut s'affranchir d'une réflexion sur le rythme et la complexité de saisir ce qu'on appelle le rythme? Parce que c'est ça toute la question. Le rythme, c'est pas quelque chose de simple. Ça pourrait se définir d'être lu, mais ça pourrait aussi se définir d'être inné. C'est une question de plus entre la question de savoir quand commence l'effet du symbolique, bien entendu, et est-ce qu'il y aurait chez l'être humain, mais pas simplement, chez des poules, chez des chats, chez même des plantes, paraît-il, quelque chose qui permettrait de saisir une organisation des vibrations qui pourrait déclencher chez chacun d'entre nous des choses différentes. Ça me semble important. J'en donne une En comme tout cas, ça. on voit l'articulation, l'intrication que tu fais, je veux dire, entre la psychanalyse et les rythmes, qui va au-delà de la musique, dans ce que j'entends aussi. Oui, c'est de la percussion, c'est de la découpe, la percussion, de la découpe. On pourrait dire comme finalement sur un chant, une voix, ça a donné la voyelle, c'est-à-dire la note de musique qui fait que ça résonne, et quelque chose qui va découper, qu'on a appelé la consonne, qui est un bruit. Et si on enregistre une voix, on s'aperçoit que la consonne découpe dans le chant de la voyelle, découpe quelque chose qu'on peut lire rythmiquement et qu'on peut même écrire. Donc toute la question est là. Et la question de la voix que tu soulèves là, qui est pour la psychanalyse lacanienne, quelque chose de très précis, qui c'est un objet, un des objets. Voilà, c'est un des objets. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a là quelque chose qui fabrique de la découpe et que nous pouvons enregistrer sur un oscillographe cathodique, que nous pouvons écrire, mais nous savons aussi aujourd'hui qu'avant même d'écrire, qu'avant même de parler, l'enfant est tout à fait, un bébé de 3 mois, est tout à fait capable de réagir à des répétitions de séquences sonores, donc rythmées, et surtout de réagir à la disparition de la séquence qu'il a repérée. Quand elle ne se reproduit plus, il entend quelque chose qui vient à manquer. J'en conclurai qu'il y a entre le rythme et l'image du corps quelque chose d'extrêmement important que nous allons sans doute essayer d'explorer. Bon, voilà. Restons alors avec cette question clinique, ces points tout à fait cliniques. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon. Alors, j'ajouterai pour finir, pour ne pas faire trop long, mais en même temps, qu'il y a pour moi donc une question d'un rapport du rythme avec la question du politique. Alors, vous allez me dire, c'est forcé, puis je vois du politique partout. Ben oui, il y en a partout. Alors, je citerai d'abord un de mes jazzmen favoris qui s'appelle Miles Davis et qui disait avec beaucoup de malice, et je ne pense pas qu'il avait lu Lacan, il y a une grande différence entre le rythme à 2 temps, qu'on appelle le binaire, et le rythme à 3 temps, qu'on appelle le ternaire. Ce n'est pas de la psychanalyse. Miles Davis était un trompettiste, maintenant décédé, sans doute une plus grande figure du jazz contemporain. Et il disait la chose suivante: le binaire, c'est le diable. Le diabolus, celui qui sépare. Le ternaire, c'est la vie. Le ternaire, c'est-à-dire qu'il y a toujours entre 2 temps un temps qui s'immisce et qui vient battre la mesure autrement, introduire de la ritournelle, mais en même temps une liberté rythmique qui ne nous condamne pas simplement à nous trouver entre l'absence et la présence. Bon. Je rajouterai juste... Ces 3 alors, c'est ternaire. Voilà, mais c'est du Miles Davis, c'est pas du Lacan. Oui, bon, mais c'est du Lacan aussi. C'est aussi, il se trouve que personne n'a copié sur l'autre. Ils se connaissaient, je pense pas. Pas vraiment, en tout cas. Donc, j'ajouterai la chose suivante. Rappelons-nous quand même qu'un certain Platon se méfiait comme d'une peste de la musique et de la poésie, parce qu'il avait sans doute entendu là-dedans, non pas la dimension de trouvaille, je dirais même, et d'une position du corps rencontrant un écart en lui-même, mais quelque chose qui touchait à la question de l'hypnose. Il y a dans la musique, bien sûr, quelque chose, et dans le rythme, quelque chose qui pourrait être créateur d'espace, l'espace, on pourrait dire, dans lequel le sujet ne se trouve plus enfermé dans un pur battement, mais dont il pourrait venir de façon créative à se libérer. Mais il y a en même temps là quelque chose qui est tout à fait remarquable, qui est celle d'induire chez nous
quelque chose de l'ordre de l'hypnose, c'est-à-dire, dans le fond, nous éloigner de la coupure, etc. Alors, je terminerai juste par une petite histoire que j'ai concoctée. Tout le monde sait très bien que se pose une question très, très, très complexe. Comment ne pas se faire piquer par un serpent? Parce que vous savez que le serpent. Alors, on le mate, ce serpent, en jouant devant lui avec une flûte. Et on voit le serpent qui se met à se balancer comme s'il avait un sens du jazz proche de Louis Armstrong, comme ça. Alors, tout le monde est persuadé que ce serpent, il est charmé par la musique. Ça s'appelle comme ça, le charmeur de serpent. Ah, c'est très joli, charmeur. Ouais. Or, il y a un vrai problème. C'est que le serpent est sourd. Ah, mince alors. Et voilà. Et donc, on se pose la question suivante. Quel est ce rythme qui anime le serpent, sachant qu'il est sourd? Et quel est l'objectif alors, par où ça rentre dans les du charmeur de serpent, qui veut nous faire croire que même les serpents sourds entendent de la musique. Tu vois, je crois que ce petit apologue un peu on va rester avec ça. On va rester avec ça comme énigme enveloppant notre rencontre à venir. Très bien. Et on vous attend nombreux alors dans ces journées sous les rythmes qui t'ouvrent à des questions passionnantes et intéressantes. Merci Marc et à très bientôt. Merci beaucoup Tatiana et à bientôt. À bientôt.